Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire, Secure by, Exatrust. Aujourd'hui, donc le sujet, c'est un audit DDoS. Comment avoir un métro d'avance, sur les attaquants? Donc je vais laisser la parole, à Mario Albrecht, Secure et Kevin Defoy, donc chef projet, technique chez CRP, RATP. Donc, à vous de jouer. Ok, Merci. Je précise juste, s'il y a des questions, je vous propose de les déposer sur le chat tout au long du webinaire. On y viendra fin de webinaire. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. C'est Ouais, bien peut-être sûr, ouais, complètement. et donc à l'issue du webinaire, donc vous pourrez retrouver le replay sur, la chaîne YouTube Exatrust, d'ici demain. Voilà, je te laisse la parole, Mario. Merci. Eh ben, merci à tous d'être présents pour ce pitch donc, qui va porter sur un retour d'expérience à propos d'une collaboration entre Secure et la CRP RATP dans le cadre d'un audit DDoS. Alors, je me présente, je suis Mario Albrecht, responsable produit chez Secure. C'est moi qui est en charge de la partie technique et opérationnelle de notre service de test DDoS. Kevin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Kevin Defoy, chef de projet technique à la CRP RATP. Donc je gère tous les projets autour du système, du réseau et de la sécurité. Merci. Je vais commencer par présenter en quelques mots la société Secure. Alors, c'est une entreprise de cybersécurité spécialisée particulièrement dans le DDoS. Notre cœur de métier est vraiment la protection anti-DDoS. Donc, avec en 2010 le lancement de notre application matérielle anti-DDoS, le Threat Protection. Au fil des années, on a développé une spécialisation dans le DNS via des travaux de recherche et la mise en place d'une intelligence DNS notamment. Et en 2022, fort de toute cette expérience accumulée, nous avons lancé notre service d'audit de résilience DDoS, donc qui consiste en la simulation d'attaques DDoS réalistes pour évaluer sa résilience face à ce type d'attaque. Voilà. Kevin, je te laisse nous dire quelques mots à propos de la CRP RATP. Ouais, donc la CRP RATP, c'est la caisse de retraite du personnel de la RATP. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'appartient pas à la RATP, on est un organisme de la sécurité sociale. On a à peu près 40 collaborateurs. On gère 100 000 affiliés actifs et retraités confondus, en s'appuyant sur 2 services de communication, notre centre d'appel et notre portail web qui est la vitrine de la caisse. C'est l'interface principale de communication et d'échange avec nos affiliés. Donc, il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'accord, merci. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure de votre DSI? Alors, notre DSI, elle est organisée de manière assez classique avec 2 services. Un service qu'on appelle études qui gère la partie développement et un service qu'on appelle exploitation qui s'occupe du support utilisateur, du MCO et de la sécurité. Elle a 2 objectifs, je pense, comme dans toute DSI. Le premier, c'est d'assurer la disponibilité des services et le deuxième, garantir la sécurité du système d'information. D'accord. Et dans ce contexte-là, quelles étaient vos préoccupations métiers? Alors, il y a 2 ans, on a mis en place un projet de mise en conformité de notre SI qui avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'était de traiter l'obsolescence de notre infrastructure et le deuxième, de renforcer la sécurité de notre SI. Donc pour ça, notamment en faisant un focus sur le portail web, parce que c'est l'entrée principale sur une partie de notre SI. Donc pour ça, on a redéveloppé notre portail web. On a également renouvelé nos équipements obsolètes, donc à peu près 80% de nos équipements. Et on a fait aussi l'acquisition de nouveaux outils de sécurité. D'accord. Et dans ce contexte-là, du coup, pourquoi avoir fait appel à Secure? Parmi ces nouveaux outils de sécurité, on a mis en place un CDN pour protéger notre portail web contre les vulnérabilités les plus courantes.
on s'est appuyé sur le WASP au niveau de la configuration. Et en mettant en place ce CDN, on s'est posé la question s'il était capable de nous protéger contre des attaques qui cibleraient directement notre IP public. Parce que la particularité de ce CDN, c'est qu'il va identifier et bloquer, on va dire, les attaques qui ciblent les noms DNS et donc les IP générés par le CDN. Or, du coup, les attaques qui cibleraient directement l'IP public, elles ne seraient pas vues par notre CDN. Donc, on s'est dit pour lever le doute, qu'on essaierait de tester une solution qui permettrait à la fois de superviser avec précision le trafic réseau, mais également identifier et bloquer les flux malveillants. Alors, pour ça, on avait quelques critères. Fallait que la solution elle soit on-premise. Fallait qu'il y ait une technologie avancée et évolutive, avec la solution plus intégrée dans un plan de réponse aux incidents. Et il fallait que le fournisseur soit de préférence français, avec une réputation solide et une expertise dans le domaine des DOS. Et c'est vrai que Secure répondait à l'ensemble de ces choix. C'est pour ça qu'on a fait appel à eux. Ok, et donc c'est dans ce contexte-là que vous êtes venu vers nous et qu'on a décidé ensemble que la solution la plus adaptée serait mettre en place un POC de notre solution donc anti-DDoS, le Threat Protection. À partir de là, quelles ont été les problématiques qui ont été soulevées chez vous? Alors, quand on a mis en place la solution, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait pas mal de trafic réseau qui passait par la solution. Et mais du coup, on avait un peu du mal à savoir quel serait l'impact de ce trafic sur la disponibilité de nos services. Du coup, en fait, on en a parlé avec vous. Et on vous a demandé si vous n'aviez pas une solution qui permettrait à la fois d'évaluer l'infrastructure qu'on avait mis en place, l'efficacité de l'infrastructure qu'on avait mis en place, mais également démontrer l'utilité d'avoir un outil comme le Site Protection en plus de notre CDN. Ok, et donc c'est à propos après ces discussions-là qu'on s'est mis d'accord pour mener un audit de résilience DDoS chez vous. C'est ça, je te laisse expliquer comment ça fonctionne. Ouais, pour rentrer un peu dans le détail. Alors, notre produit, il s'appuie sur plus d'une quinzaine d'années d'expertise, donc d'expérience dans le domaine du DDoS. On le voit chez nos clients qui sont protégés aujourd'hui. On a une vision actualisée et réaliste de l'état de la menace aujourd'hui. Donc, on s'est appuyé là-dessus pour développer ce service-là, qui aujourd'hui propose plus d'une quarantaine de vecteurs d'attaque différents. Ces simulations d'attaque, on est capable de les mener depuis à peu près n'importe quel continent dans le monde. On a tout un tas de localisations qui peuvent répondre à des besoins très larges. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est aujourd'hui capable de générer des simulations d'attaque de l'ordre de plusieurs dizaines de gigabits par seconde. Alors concrètement, comment ça se déroule un audit de résilience DDoS? On a l'habitude de travailler en 3 temps. Donc le premier temps va être la phase préparatoire, au cours de laquelle on va faire une première réunion de prise de contact, pendant laquelle on va échanger les éléments de contexte, les besoins, les objectifs de ce test, avant d'établir les scénarios de test les plus adaptés. On passe ensuite à la phase de réalisation des tests en eux-mêmes. Et on a dans un troisième temps l'élaboration du rapport de test à partir de toutes les données qu'on aura pu récolter pendant la réalisation et la remise de ce rapport pendant un troisième et dernier point avec le client pour essayer de donner plus d'informations utiles à ce dernier.
Donc, concrètement, la phase préparatoire, généralement, comme je l'ai dit, hein, on échange des éléments de contexte, principalement par mail. À partir de là, nos experts vont élaborer les scénarios d'attaque les plus adaptés, en prenant en compte les contraintes du contexte particulier, en prenant en compte les spécificités de l'entreprise qui fait appel à nous. Cet échange d'éléments, elle va être suivie d'une réunion de préparation des campagnes de test. Donc, c'est la phase pendant laquelle on va présenter aux clients ce qu'on prévoit de faire. Et c'est également la phase pendant laquelle on va planifier tous les éléments opérationnels, c'est-à-dire aussi bien les contraintes qu'on va pouvoir avoir dans certains contextes que l'heure à laquelle l'heure et le jour à laquelle on va dérouler ces tests. Si je puis dire. Et c'est également pendant cette phase-là qu'on va établir la manière dont on va fonctionner. C'est-à-dire que généralement, on propose la possibilité au client d'être présent avec nous pendant la réalisation de ces tests-là. Donc, généralement, on monte un pont visio. Donc, ça lui permet, au client, de voir en direct ce qui est fait par l'opérateur chez nous. Et également, nous, ça peut nous donner des informations complémentaires d'une vue interne des simulations d'attaque que l'on mène. Alors, pour rentrer un petit peu... Alors, excuse-moi, Kevin, dans ce contexte, enfin, dans notre cas, comment ça s'est déroulé un petit peu cette phase-là? Alors, nous, on avait une infra un peu simple. Hein. Alors, d'un côté, on avait notre CDN qui était en frontal. Derrière le routeur, on avait notre pare-feu qui était censé gérer toute la partie access pour faire notre partie web. Et à côté, en fait, on avait mis en place le TP, donc de Secure, entre notre routeur et le firewall pour capter en fait tous les flux qui ne seraient pas gérés par le CDN et les bloquer en mode supervision. Donc dans le cadre du test, on a fourni à Secure deux choses, le nom DNS de notre portail web et l'IP public pour tester la partie attaque en ciblant l'IP public directement. On a également prévenu l'opérateur Internet, puisque dans le cas du fait qu'il y aurait pas mal de flux qui passeraient par le routeur entre midi et 14h. Et enfin, on a mis un message sur notre portail web pour avertir nos affiliés que durant cette plage horaire, il se pourrait qu'il y ait quelques indisponibilités. C'était surtout dans le cas où, malheureusement, on aurait une mauvaise surprise et qu'on verrait que le CDN ne fonctionne pas du tout et que du coup, toutes les attaques passeraient. D'accord, merci. Alors, pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, je vais aborder le côté technique du service. Donc, aujourd'hui, on se repose sur une architecture en botnet. Donc, concrètement, c'est un ensemble de machines qui vont être reliées les unes aux autres et qui vont être de différentes natures. Alors, pourquoi on s'appuie sur ce type d'architecture? C'est principalement parce qu'aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, c'est le type d'architecture sur lequel vont se reposer les attaquants. Donc, ça va nous permettre de générer les attaques les plus réalistes et contrôlées possibles. Ça va également nous permettre une supervision en temps réel de tout ce qui est mené par ces machines. Et ça nous permet d'avoir des attaques évolutives. Donc, ça veut dire qu'on peut en direct reprogrammer les attaques en fonction du comportement de la cible par rapport aux simulations d'attaques qui sont en train de tourner. Donc, ce botnet-là, il va être composé, comme je l'ai dit, de différentes machines de différents types. Donc, on va tout d'abord retrouver les bots qui sont eux-mêmes de deux natures. On va tout d'abord retrouver les bots d'attaque, qui sont les machines qui vont, elles, concrètement générer le trafic malveillant en direction de la cible, qui aura été discuté avec le client en amont.
Et on va retrouver également les bots de monitoring. Donc, les bots de monitoring se trouvent au même niveau que les bots d'attaque, mais eux, leur rôle vont être, pendant toute la durée de la prestation, de venir surveiller l'état de la cible. Donc, ça veut dire qu'on va venir évaluer à la fois la disponibilité à différents niveaux du service qui est visé, mais on va également garder en mémoire, produire tout un tas de statistiques sur les différents temps de réponse, sur vraiment l'état le plus complet possible de la cible d'un point de vue extérieur, comme si vraiment on se met dans la peau d'un attaquant. Ces bots-là sont reliés eux-mêmes à des C2, donc ce sont les nœuds de commande et de contrôle qu'on va retrouver juste au-dessus sur le schéma. Le rôle de ces machines-là, c'est vraiment de faire le lien entre les bots qui sont en dessous et le nœud maître qui va être au-dessus, qui va être désigné sous l'appellation UI sur le schéma présent. Donc lui, le nœud maître, ça va être concrètement le nœud à partir duquel un opérateur de chez nous va pouvoir piloter et contrôler justement tout ce que fait le botnet. Et le C2 remonte à la fois les informations produites par les bots d'attaque et de monitoring, mais va aussi faire descendre les ordres vers ces derniers qui auront été émis depuis le nœud maître. Donc, comme je l'ai rapidement évoqué, l'opérateur qui va être derrière cette plateforme qui va se présenter sous la forme d'une interface web, ça va lui donner une vision complète à la fois de l'état du botnet à un instant T, mais également en temps réel, pouvoir monitorer la cible, ses réactions face aux différentes simulations d'attaque, notamment. Pour rentrer un petit peu sur le sujet du déroulement d'une prestation, donc comme je l'ai rapidement évoqué plus tôt, on a l'habitude de monter une visio à laquelle vont prendre part toutes les parties prenantes, hein, que ce soit le client ou potentiellement certains collaborateurs dans certains cas. Donc voilà, ça nous permet une grande transparence puisque l'opérateur va partager son écran et donc va donner la visibilité sur l'interface web au client. On a certains mécanismes d'arrêt d'urgence qui sont en place également. Voilà, si on a un effet de bord non prévu, voilà, pour une raison X ou Y, on assure pouvoir stopper toute opération quasi instantanément, hein, en moins de 5 secondes concrètement. Voilà, on a tout un tas de mécanismes pour assurer qu'on garde un contrôle fin sur le fonctionnement du botnet. Dans le cas présent, donc on était en lien avec Kevin, qui lui de son côté supervisait le threat protection, donc notre solution anti-DDoS, et donc qui nous donnait une vision un peu interne également de l'impact qu'on pouvait avoir justement via ces simulations d'attaque. Alors concrètement, les types d'attaques qu'on a menées, en DDoS, on peut discerner 3 grandes familles de types d'attaques. Tout d'abord, on va retrouver les attaques volumétriques, qui sont des attaques qui vont viser à produire une haute volumétrie de données pour venir saturer un lien physique. Donc concrètement, empêcher les clients légitimes d'accéder à une infrastructure, à un service. Donc, dans le cas présent, on a proposé de faire un UDP flood, hein, qui est une attaque qui consiste en la production d'un grand nombre de requêtes UDP pour venir justement saturer ce lien physique. On va également retrouver les attaques de type logique, qui sont là des attaques qui vont s'appuyer sur le fonctionnement de certains protocoles IP pour justement rendre indisponible un service, un équipement intermédiaire ou une infrastructure complète. Donc, dans le cas présent, on a mené une attaque par flood de sessions TLS, hein, donc qui consiste en l'ouverture du plus grand nombre de sessions TLS possible pour venir remplir les tables de suivi de ces sessions et donc empêcher les utilisateurs légitimes de pouvoir ouvrir eux-mêmes ce type de session. Et en dernier lieu, on va retrouver les attaques de type applicatif qui vont là viser une application directement et donc qui vont viser à saturer les ressources utilisées par cette application. Donc le but, c'est de vraiment stresser cette application pour lui faire épuiser à la fois le CPU ou la RAM, par exemple, dont il a besoin pour fonctionner et donc rendre cette application indisponible. Dans le cas présent, on a mené un flood par HTTPS GET avec un random URL, donc c'est-à-dire on a produit un grand nombre de requêtes HTTPS avec une URL randomisée à chaque fois pour un petit peu booster l'efficacité potentielle de ce type d'attaque. Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelles étaient vos attentes par rapport à ces 3 types d'attaques ?
Alors, par rapport aux attaques volumétriques, vu qu'elles aient ciblé notre IP public, pour nous, c'était pratiquement sûr que on allait être vulnérable et que le CDN n'allait pas pouvoir bloquer ce type d'attaque. Pour les attaques de type logique, là, on avait quelques interrogations. On se demandait si le CDN était en capacité d'absorber toutes ces attaques. Et pour la partie applicative, là, on était plutôt confiant. Pour nous, avec ce qu'on avait configuré, on ne devait pas ressentir d'indisponibilité sur les services. Voilà, en gros, applicative, c'était vert, logique, orange et volumétrique rouge. D'accord. Et voilà, sans trop en dire, je pense qu'on a pu avoir quelques surprises. Donc, si on passe maintenant aux résultats qu'on a obtenus, eh ben, on voit que voilà, c'était pas forcément ce à quoi on s'attendait. Sur l'attaque volumétrique, on a pu constater quelques perturbations, hein, donc concrètement des pics d'augmentation de latence, de temps de réponse à différents niveaux. Mais le service a tenu quand même, hein, il n'a pas été rendu totalement indisponible. Sur les attaques logiques, là, même chose, assez surpris, mais voilà, la protection en place a bien réagi, a vraiment empêché tout impact visible, sensible d'être constaté. Donc là, plutôt une bonne nouvelle sur ce côté-là. Et par contre, là, pour le côté applicatif, je pense que c'est la plus grosse surprise qu'on ait pu avoir. On a réussi à très rapidement rendre le service totalement indisponible. Alors, après analyse, on a vu que le CDN avait joué un rôle qui avait plutôt desservi la résilience d'IDOS plus qu'autre chose, puisque via le random URL, donc le fait qu'on génère une URL différente à chaque requête, eh ben, on a forcé le CDN à lui-même émettre pour chaque requête reçue une requête au serveur source et donc venir le saturer de cette manière-là. Donc, le CDN a presque, d'une certaine manière, amplifié l'impact de ce type d'attaque. Et donc voilà, assez surprenant, mais du coup très instructif. Hein, donc ça nous a révélé que c'était une bonne idée de mener ce type d'attaque-là, puisqu'on a pu en tirer des enseignements assez précieux. Et justement, à ce sujet-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des quelques enseignements que vous avez pu en tirer du côté SRP-RATP? Ah, excuse-moi, j'avais passé la partie rapport d'audit, excuse-moi. Pas de souci. Vas-y. Donc voilà, c'est à partir de ces résultats-là, comme je l'ai dit plus tôt, toutes les données qui sont produites par le botnet pendant toute la prestation, qu'on a pu élaborer chez nous le rapport d'audit, si je reprends les choses dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver toutes les données, comme je le disais, produites par le rapport, sous la forme de tableaux, sous la forme de différents graphes qui vont essayer de venir expliciter vraiment les résultats qui ont pu être observés. Ces résultats sont remis en contexte, sont enrichis d'analyses de la part d'experts de chez nous, donc qui concrètement vont expliquer, vulgariser un petit peu les résultats obtenus, vont venir interpréter les données. Et on va venir encore enrichir tout ça de recommandations d'experts, donc c'est-à-dire des recommandations qui peuvent aller des conseils sur la reconfiguration d'une solution en place, ou alors la mise en place d'une solution particulière, ou alors faire appel à un service qui pourrait améliorer les résultats obtenus. Voilà, c'est assez large. On s'adapte vraiment au contexte, aux besoins, aux capacités du client. Et donc, ça peut aller, voilà, comme je le disais, d'une reconfiguration d'un équipement jusqu'à la mise en place de certains process. Voilà, par exemple. Ce rapport d'audit, on a l'habitude de le remettre pendant une dernière réunion avec le client. Et donc, dans ce cas-là, on a décidé d'un point avec Kevin pour venir expliciter un petit peu tout ça et lui expliquer ce qu'il en était. Et justement, à partir de ça, quels enseignements as-tu pu en tirer, Kevin? Là, c'est bon. Alors déjà, du coup, pendant le test,
nous, on a pu s'apercevoir que les solutions qu'on avait mis en place et ne couvraient pas l'ensemble des failles de sécurité qui ont été testées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu que le TP qu'on avait pu tester en parallèle, lui, par contre, avait détecté ces flux malveillants et les aurait bloqués si on n'était pas en mode simulation. Et du coup, en fait, grâce au rapport, comme tu disais, que tu nous as fourni après les tests, on a pu tirer quelques enseignements. Le premier, c'est déjà de revoir la configuration de notre CDN, savoir si avec quelques paramètres supplémentaires, il serait en capacité de contrer ce type d'attaque. Et si dans le cas où il le serait pas, faire l'acquisition d'une solution comme le Threat Protection qu'on a pu tester. La deuxième chose aussi, c'est réviser la politique de sécurité parce qu'elle n'était pas forcément adaptée à ce type d'attaque. Et du coup, c'est un point qu'on doit revoir. Travailler aussi sur le PAQ pour les SLA et KPI. Et enfin, aussi mettre en place un dispositif d'amélioration continue. Parce que certes, on a fait un certain type d'attaque, on a testé un certain type d'attaque DDoS, mais je pense qu'il y a d'autres types d'attaques qui pourraient être testés. Et du coup, il faut adapter aussi notre sécurité, notre configuration aux nouvelles attaques qui arrivent, etc. Donc, et pareil, et tester aussi derrière. Donc, je pense que c'est un point à ne pas négliger. Je sais pas ce que tu en penses, Mario, mais Je suis c'est comme ça qu'on l'a vu. ouais, je suis totalement en phase. Ouais, tout à fait. Hein, dans ce que tu viens d'expliquer, moi, ça me paraît très bien. Secure peut totalement vous accompagner dans la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on peut totalement continuer à vous apporter des conseils, des recommandations hein, tout au long des process que vous mettez en place. Voilà, on a une certaine expertise, donc on a l'habitude d'accompagner des clients dans ce type de travaux. Donc, on le fera avec plaisir. Ce qui me paraîtrait intéressant aussi dans un second temps serait de mener des attaques plus sophistiquées. Là, c'était vraiment une première approche. Donc, on a testé les attaques les plus classiques, les plus courantes. Mais je pense que s'appuyer sur des vecteurs d'attaque un petit peu plus avancés, un petit peu plus exotiques, ça peut permettre aussi de vous aider dans ces process-là. Également, utiliser des dynamiques et des provenances d'attaques plus variées. On sait que c'est des paramètres très importants dans l'efficacité des attaques, donc ce sera intéressant également de jouer sur ces aspects-là. Et de monter sur les débits aussi qu'on a utilisés. Là, c'est vrai qu'on n'est pas monté très très haut. On sait que les attaquants sont aujourd'hui capables de monter à des volumétries très hautes, et donc ce sera intéressant de tester ce genre de scénario-là. Troisième et dernier point, je pense que mettre en place des tests réguliers, ça peut être quelque chose de très intéressant aussi dans votre contexte, à la fois pour estimer, dès qu'il y a des changements sur votre SI, estimer l'impact que ça peut avoir vis-à-vis de votre résilience, mais également pour être un peu à la page. On sait que le DDoS, c'est quelque chose qui évolue en permanence, et donc voilà, faire des tests réguliers, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'on est à jour face à la réalité de la menace. Voilà, c'est à peu près tout pour nous. Je vous remercie pour votre écoute et voilà, on est prêt à répondre à vos questions éventuelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez lever la main et on ouvrira les micros. Ou n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. Ah, Vincent. Les recommandations de Syscure sont-elles contextualisées aux objectifs et SLA métiers?
Alors, oui, tout à fait. Disons que on va vraiment s'adapter à la fois au contexte, aux demandes et aux objectifs qu'on aura fixés en amont. Donc, c'est-à-dire que par rapport justement aux objectifs, on va apporter des conseils à la fois techniques, opérationnels, sur les process à mettre en place, sur le côté humain, pour arriver justement à atteindre ces objectifs si on voit voilà, qu'on n'a pas réussi à y répondre en menant les tests. Donc, voilà, comme je l'évoquais, hein, on s'adapte vraiment au mieux à tout un tas de contextes différents, tout un tas de demandes, de besoins différents. Et la phase de préparatoire est aussi importante que la phase de remise du rapport dans ce cas-là, je pense. Et enfin. D'autres questions? Donc, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense que c'était très clair. Merci Vincent et merci Mario et Kevin pour ce webinaire très instructif. Merci à vous. Je rappelle que si vous souhaitez télécharger la présentation, elle est disponible sur le petit onglet Documents. Vous voyez un petit 1. Vous pouvez la visualiser et la télécharger. Nous mettrons en ligne le replay sur la chaîne YouTube Exatrust d'ici demain. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.